votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ça va bien, merci d'être avec nous pour nous parler cinéma cette dernière semaine avant les vacances. C'est la dernière émission avant les vacances. Oui, mais c'est une émission un peu spéciale car demain sort le 5e volet des aventures d'Indiana Jones. Alors les news de la semaine vont être consacrées à ça. Mais on va se retrouver quand même la semaine prochaine avant qu'on parle de cinéma, puisque Thomas Lécuyer sera avec nous notamment sur la route des festivals et notamment au Montreux Jazz Festival. On aura l'occasion d'en reparler évidemment en temps voulu. Mais avant cela, effectivement, parlons d'Indiana Jones on va carrément partir dans cet univers d'Indiana Jones qui revient. Ça. 15 ans après la dernière apparition du plus célèbre des archéologues sur grand écran, il revient. Alors, que vaut le baroud d'honneur d'Indiana Jones ? Ça, je vais vous en parler dans quelques minutes. Mais pour le moment, je voulais vous proposer un top 5 des secrets les mieux gardés autour de cette saga culte. On reconnaît bien ce générique. On reconnaît bien ce générique, signé John Williams. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Steve Roger, d'ailleurs, qui viendra nous parler musique et cinéma. C'est ça. Ce n'est pas Harrison Ford qui aurait dû jouer le rôle de Indy à la Et non, c'est le premier secret de cette saga Indiana Jones. C'était pas Harrison Ford le premier choix de George Lucas, le producteur du film. George Lucas, lui, il voulait absolument un acteur hyper à la mode à l'époque. Je vous le donne en mille, il s'agit de Tom Selleck, le célèbre Thomas Magnum, une de mes séries préférées quand j'étais gosse. J'adorais cette série, Higgins, Magnum, la Ferrari, Hawaï, les filles, etc. George Lucas, lui, il trouvait que Harrison Ford était déjà trop marqué par la saga Star Wars. Il venait d'enchaîner les deux premiers épisodes, les épisodes 4 et 5 de Star Wars. Donc Harrison Ford, c'était Han Solo. Il disait, ouais, Han Solo et Indiana Jones, c'est trop pour un seul homme. Finalement, Tom Selleck a pas eu le droit de faire Indiana Jones parce qu'il avait un contrat d'exclusivité pour la série Magnum et du coup Spielberg a pu placer son petit préféré, à savoir Harrison Ford. Ah, jolie aventure. Bon très bien, comme ça on le sait, il préférait rouler en Ferrari en fait, ça doit être ça. Ouais, plutôt que les vieilles Jeeps des années 30. Et c'est sur le tournage d'Indiana Jones, le Temple maudit, que Steven Spielberg a rencontré sa femme notamment. Et oui, belle histoire, ça. Effectivement, c'est Sharon Stone qui devait initialement jouer le rôle de Willie Scott, la chanteuse de cabaret devenue aventurière malgré elle dans le deuxième volet de la saga. C'est finalement Kate Capshaw qui a été retenue pour le rôle. Elle rencontre sur le tournage du film un Steven Spielberg désemparé qui sort d'une rupture. Pareil pour son copain George Lucas, d'ailleurs, les deux viennent de divorcer, ça va pas fort dans leur vie, et les deux se servent un peu de leur film pour évacuer les traumas du couple. On voit bien d'ailleurs certaines thématiques du film Indiana Jones, c'est le Temple maudit, des enfants insupportables, une vie étouffante, quelque chose d'un petit peu angoissant, c'est le plus angoissant de tous les Indiana Jones. Kate Capshaw et Steven Spielberg vont se rapprocher durant le tournage. Ils vont se marier en 1991. Et ce qui est joli, c'est qu'ils sont encore mariés maintenant en 2023. Ah oui, c'est bien. Alors, Star Wars se cache partout dans Indiana Jones. Oui, c'est le troisième secret de cette saga Indiana Jones. Il faut regarder les petits détails. R2D2 et C3PO apparaissent en hiéroglyphes dans le Puits des âmes. L'avion est immatriculé OB-CPO, qui veut dire Obi-Wan et C3PO. Le canyon tunisien dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est le même canyon que celui où les Jawa emmènent R2D2 dans la guerre des étoiles. Les lianes du temple d'Amérique du Sud sont celles de Dagobah. Et le club de Shanghai, où Indy rencontre justement Willie Scott, l'aventurière, s'appelle comme par hasard, l'Obi-Wan. Il y a plein de petits œufs de Pâques, de petits Easter eggs comme ça, qui sont cachés dans les films. Bon, j'ai une question, moi. Comment fait-il Indiana Jones pour ne jamais perdre son fameux chapeau ? Alors ça, c'est une très très bonne question. Sur le tournage, Harrison Ford avait tout essayé, la colle, le scotch double face, et finalement, il s'est agrafé le fedora au front pour que ça tienne lors des cascades. Ouais. Quand même, il faut y aller, la graffeuse. Enfin, on parle de personnages qui ont du chien. Et oui, Philippe, finalement, il ne faut pas aller chercher bien loin pour trouver l'inspiration pour le nom de ces personnages. C'est le cas de la saga Indiana Jones. Indiana, c'est le nom du chien Malamute de George Lucas. Willy, la danseuse, c'est le nom du cocker de Steven Spielberg. Et le fameux 2001 doit son nom au chien Sheltie des scénaristes du film.
Très bien. Merci pour toutes ces anecdotes en rapport avec le film Indiana Jones dont on va reparler d'ici quelques instants. Et on parle du 5e épisode dans quelques instants. Dans quelques instants. Avant ça, on parle des sorties de cette semaine et on commence notamment par Les Vengeances de Maître Poutifar. Oui, alors il n'y a pas que le 5e volet d'Indiana Jones qui sort au cinéma, il y a aussi dans un tout autre registre le retour de Christian Clavier. Alors bon, c'est moins spectaculaire qu'Harrison Ford. Certes, Les Vengeances de Maître Poutifar est une comédie écolière qui raconte l'histoire d'un vieux prof à la retraite qui n'a plus qu'une seule idée en tête, se venger de ses anciens élèves qui lui ont pourri la vie. Pour l'aider à mettre en place son plan diabolique, il a la meilleure des complices à ses côtés, sa mère, et alors allez comprendre comment c'est possible, mais la mère de Christian Clavier est jouée par Isabelle Nanty, qui est plus jeune que lui. Comme tu peux encore sourire. C'est effectivement pas trop musique. Très bien. Et ça sort demain. Voilà, et c'est immanquable. Les Vengeances de Maître Poutifar. On parle également d'un autre film qui sort demain dans les salles obscures. C'est Disco Boy. Voilà, Disco Boy. Alors, contrairement à ce que son titre peut laisser croire, c'est pas du tout un film sur la musique avec Franck Dubosc. Non, c'est un drame poignant et atypique de Giacomo Abruzzese. Prêt à tout pour s'enfuir de Biélorussie, Alexei rejoint Paris et s'engage dans la Légion étrangère. Il va être parachuté dans le delta du Niger pour une opération spéciale. Il va rencontrer Jomo, un jeune révolutionnaire qui lutte contre les compagnies pétrolières dans son pays. Alexei, lui, cherche une nouvelle famille dans la Légion. Et Jomo, lui, s'imagine ou se rêverait être danseur, être disco boy, plutôt que combattant dans la jungle. Et justement, les deux vont se croiser, les rêves et les destins vont se mélanger dans ce film poignant et atypique. Ouais. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Merci d'être avec nous comme chaque mardi, Thomas Lécuyer. C'est la dernière émission avant les vacances. Je le rappelle, on sera notamment sur la route des festivals à partir de vendredi. Thomas Lécuyer sera là aussi puisque la musique et le cinéma font bon ménage. C'est pas toi qui vas dire le contraire. Et on aura l'occasion d'en parler chaque soir entre 17h et 18h en direct de Montreux pour la partie Montreux Jazz Festival entre 17h et 18h en direct de Purple Fish. Émission en direct et en public. D'ailleurs, si vous désirez venir nous rejoindre, vous serez évidemment accueillis les bras ouverts. Voilà, on parle cinéma et des films qui sortent demain dans les salles obscures et on parle d'un avenir radieux. Enfin, une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle, oui, c'est le dernier film de Nanni Moretti. Nanni Moretti, immense cinéaste italien qui aime se raconter à travers ses films. Alors cette fois-ci, on retrouve Giovanni, un cinéaste italien renommé qui s'apprête à tourner son nouveau film. Ça se passe dans un cirque au cœur de l'Italie communiste des années 50. Seulement, voilà, dans la vie de Giovanni, rien ne va entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse. Tout semble jouer contre lui. Le plus important de ma vie. Très beau film à voir donc dès demain dans les salles obscures. Oui, alors c'est un Nanni Moretti empreint d'ironie joyeuse et de nostalgie qu'on voit ici arriver sur sa trottinette électrique. L'affiche est très rigolote, il y a le cinéaste en trottinette électrique, évidemment c'est un pied de nez. C'est son 16e long métrage et ça aussi en permanence entre l'enchantement du cinéma et le désenchantement de la réalité. Le réalisateur, en fait, il n'est pas dupe. Il sent la fin venir, il est plus tout jeune, enfin, du moins celle de son personnage, la fin de ses amours, la fin de ses idéaux, la fin de sa bonne santé, de sa carrière, de ses combats politiques, et il met ça en scène avec beaucoup de tendresse et de lucidité dans ce film. Le parallèle avec l'utopie communiste des années 50 en Italie est brillant. D'ailleurs, le titre du film est aussi un rappel à ça. L'utopie communiste rêvait d'un avenir radieux. Nanni Moretti rêve aussi d'un avenir radieux. Est-ce que c'est encore temps de l'avoir ? Et puis, il y a beaucoup de poésie, beaucoup de magie, des passages musicaux qui sont inattendus et qui sont très chouettes. C'est joyeux, en fait. C'est joyeux et nostalgique. C'est un très joli film. Très joli film à voir. Dès demain est immanquable, évidemment. Vers un avenir radieux. Un avenir radieux, ça fait du bien d'entendre ce genre de phrase. Merci beaucoup Thomas Lécuyer. Dans un instant, on va parler d'Indiana Jones et les cadrons de la destinée, c'est ça ? C'est ça, c'est le 5e opus. Je me réjouis d'aller le revoir dès demain. Voilà, et puis on aura un invité également sur le plateau tout à l'heure, c'est Steve Roger. Oui, le directeur de l'OSR, qui va nous parler des concerts Bugs Bunny à 2 symphonies qui auront lieu vendredi et samedi au Victoria Hall de Genève. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Mardi Cinéma
avec Thomas Lécuyer. Votre rendez-vous cinéma avec Thomas Lécuyer, c'est tous les mardis matins. Merci d'être là Thomas pour nous présenter tes coups de cœur de cette semaine. On va parler d'Indiana Jones encore et le cadran de la destinée, c'est quoi, 5e volet? Le 5e volet. Alors je suis un peu excité à l'idée que vous en parlez, Philippe, oui, parce que c'est quand même un film que j'attends depuis des mois. Alors nous sommes en 1969, donc le vieil Indiana Jones a passé plus de 10 ans à enseigner au Hunter College de New York. Il est sur le point de prendre sa retraite, de couler des jours paisibles. Et puis sa filleule Elena vient le voir. Elle est à la recherche du fameux cadran d'Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles pour voyager dans le temps. Le problème, c'est que Elena, la gentille filleule, est une arnaqueuse, qu'elle vole l'objet et quitte le pays afin de le vendre au plus offrant. Indiana Jones va devoir ressortir son chapeau et son fouet pour se lancer à sa poursuite. Il aggrave toujours son chapeau avec... En tout cas, il tient le chapeau. En tout cas, il tient. Je ne sais pas s'il aggrave. En tous les cas, il faut aller voir ce film, ça va être sympa. Est-ce qu'on est toujours en haleine comme dans les... Oui. C'est plus que sympa. C'est vraiment un très très bon film. Un grand film. C'est vrai qu'on était tous un peu déçus du 4e volet qui est sorti en 2008. Cette fois-ci, c'est plus Steven Spielberg qui est aux commandes, mais un de ses dignes héritiers, James Mangold, là, il a signé Wolverine, Walk the Line ou Le Mans 66. On sait que c'est un bon cinéaste. Et puis, Harrison Ford, il a pris un coup de vieux, mais il assume merveilleusement bien son âge. Il y a une scène d'ouverture où il est rajeuni pendant 20 minutes, et puis après, on le voit torse nu chez lui à 80 ans. Et il assume ça, et ça nous met tout de suite en confiance. On est tout de suite dans le confort d'un film qui va pas se moquer de nous. La recette de base est respectée à la lettre. Il y a toujours beaucoup de nazis qui se prennent au sérieux et qui foirent toujours tout, beaucoup de courses-poursuites absolument folles, des objets au pouvoir extraordinaire, des bestioles et des grottes sombres. Il y a une fabuleuse héroïne, forte, attachante, libre, qui va botter les fesses à Indiana Jones volontiers plusieurs fois. C'est la fameuse filleule Elena. Ouais. Donc c'est vraiment très réussi. Et puis, au-delà du pur divertissement, le film pose une très jolie question, parce qu'il s'ouvre sur 20 minutes de Indiana Jones rajeuni numériquement, et tout le film parle de ce paradoxe du voyage dans le temps. En fait, le vieil Indiana Jones, quelque part, avec ce cadran de la destinée, il espère, ou il y a cette idée on va remonter dans le passé pour changer le cours du temps. C'est un peu ce que fait le film aussi au début. Et puis la conclusion de tout ça, c'est que finalement, ça sert à rien de vouloir changer des choses. Le passé nous appartient, mais il est révolu, et c'est maintenant qui compte. C'est le moment présent. Et ça, c'est joli. Très bien, et ça c'est vraiment immanquable. Il faut y aller en famille. C'est le bon moment à vivre, effectivement. Merci beaucoup pour ces explications et nous donner envie d'aller voir Indiana Jones. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Le cinéma à l'honneur comme chaque mardi matin sur MS sur Canal+, Suisse, programme en clair. Merci d'être avec nous. C'est pas la première fois que je dis ça ce matin. La musique et le cinéma font bon ménage, plus que jamais, puisque nous recevons ce matin Steve Roger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Orchestre de la Suisse romande et notre invité ce matin. On va parler notamment du sujet inattendu de Bugs Bunny, mon cher. Oui, exactement. L'Orchestre de la Suisse romande va donner les 30 juin et 1er juillet prochains au Victoria Hall de Genève en première européenne. Bugs Bunny à 2 symphonies. C'est une création du chef américain George Doherty. Alors accompagné des personnages mythiques de la Warner sur grand écran, il y aura Bugs Bunny, Daffy Duck, Bibi et Coyote. L'orchestre va jouer les musiques exaltantes des plus grands cartoons, souvent inspirés du classique d'ailleurs, Wagner, Rossini, Strauss, et aussi des compositions originales de Carl Stalling et Milt Franklin. Steve, comment vous est venue l'envie de programmer ce concert unique et un peu décalé ? Alors écoutez, j'ai vu une partie de ce spectacle en 2019 à New York avec George Dougherty, avec le New York Philharmonic au Avery Fisher Hall, et j'ai eu envie de le ramener à Genève, tout simplement. Voilà, il n'y a pas plus simple. Est-ce que vous étiez un amateur de cartoons et de dessins animés dans votre enfance ou... Bien sûr, qui n'est pas amateur de cartoons, mais et de plus, je veux dire, voilà, le traitement de la musique symphonique dans ces cartoons est tel que c'est tout à fait justifié qu'un orchestre symphonique comme le nôtre joue ces musiques. Ouais, vous nous disiez hors antenne que ça allait être du fun pour les spectateurs, mais par contre, c'est quand même du sérieux pour les musiciens. Ah, c'est du très sérieux pour les musiciens qui ne sont pas du tout habitués non plus à jouer avec le clic dans l'oreille, donc c'est une nouvelle aventure pour eux. C'est-à-dire le clic, c'est le métronome ? Oui, ça leur donne effectivement des pulsions qui leur permettent de jouer en mesure, parce que en fait
l'exercice le plus difficile là-dedans, c'est d'être synchronisé avec les images. Avec les images, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est assez compliqué. Sinon, ça tombe à plat. Donc il y a un petit peu de nostalgie là quand même dans oui, bon, en même temps, je veux dire, nos musiciens, ils ont tous été biberonnés à Fantasia ou Silly Symphony, même si Fantasia, ça date de la fin des années 40. Ouais. En 2000, ils ont sorti une version toute nouvelle, donc c'est quelque chose qu'ils connaissent. Et puis, en fait, là où ils doivent faire attention, c'est que toutes les musiques qu'on va jouer, ils les connaissent, parce que ce sont des musiques tirées de Rossini, Strauss, comme vous l'avez dit, mais c'est pas exactement la vraie musique. Il y a des changements, on coupe dans les mesures, on rajoute quelque chose. Donc il faut être 2 fois plus attentif, en fait, parce qu'on est finalement dans une musique connue, mais pas totalement si connue que ça. Il faut bien suivre la partoche. Absolument. Ouais. Ce qui est impressionnant, c'est on découvre, notamment grâce au cartoon, le pouvoir comique des œuvres classiques. C'est-à-dire que les instruments, la mélodie vont exprimer les actions, les émotions, les personnages, les gags. Souvent, il y a un vibrato de violon qui va faire un gag, le piano qui va faire une chute. Enfin, c'est. Oui, on est très proche en fait des films muets de Chaplin avec finalement de la musique dessus. C'est-à-dire que la musique, elle a un rôle prépondérant dans l'animation. Et si les effets sonores sont là, joués, ça renforce en fait l'image. Beaucoup. Donc oui, on dirait un film muet avec un orchestre live qui accompagne. D'ailleurs, dans les cartoons qui sont présentés ce soir-là, on en a encore des années 50, Bette and Bunny, ou Barbier de Séville qui s'appelle Rabbit of Seville pour l'occasion avec Bugs Bunny. Donc oui, on est tout proche, c'est la fin du cinéma muet. Et film d'animation avec un orchestre symphonique. Mais c'est là qu'on se rend compte que la musique est vraiment très importante dans ce genre d'exercice et de dessin animé et même la musique au cinéma est primordiale en fait. Tout à fait. Oui, c'est là qu'on se rend compte grâce à ça a une grande importance. Bon, il y a beaucoup de films en fait. Vous avez parlé d'Indiana Jones. On écoute à peine les 3 minutes de musique du début et on est dedans. On sait exactement. On l'identifie par la musique. En fait. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a justement un secret de composition, par exemple la musique de John Williams qui a composé Indiana Jones sous le thème de Star Wars. John Williams, il évoque souvent sa parenté, sa filiation avec des grands compositeurs classiques. Est-ce qu'il y a un secret dans l'écriture ? Je pense que... Alors, il y a effectivement une identification. John Williams, ça reste John Williams. N'importe quel film de John Williams, comme... Vous voyez, je dis un film de John Williams. Un film dont la musique est de John Williams. Au bout de quelques minutes, vous savez que c'est du John Williams. On l'identifie autant qu'on l'identifierait du Rachmaninoff, du Stravinsky. Mais tous ces compositeurs de musique de film, je parlais de Jarre, je sais pas, Vladimir Kosma, Nino Rota, pour revenir plus en arrière, sont tous des gens qui ont une base classiques, mais qui ont aussi leur propre identité. Oui, parce qu'avec l'OSR, vous avez déjà accueilli plusieurs fois des compositeurs. Oui, on a eu la chance d'avoir Lalo Schifrin 2 fois au pupitre de l'orchestre, et puis Maurice Jarre est venu il y a quelques années en arrière pour diriger leurs œuvres. Il y avait une anecdote avec Lalo Schifrin très intéressante, c'est que Lalo, étant tout petit, était à Buenos Aires. Ouais. Son père était premier violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Buenos Aires, et Ernest Ansermet, le fondateur de l'Orchestre Suisse romande, dirigeait régulièrement là-bas, et donc Lalo Schifrin a connu tout petit le fondateur de l'Orchestre Suisse romande. Wow. Alors vous accueillez quand même ce week-end des grandes stars multi-récompensées, le chef déjà américain, George Dougherty. George Dougherty, oui, c'est voilà, une star. Il a ce Bugs Bunny 30e en fait. Pourquoi c'est 30 ans ? Parce que le premier spectacle qu'il a produit, c'était Bugs Bunny on Broadway en 1990. Puis ensuite, il y a eu Bugs Bunny at the Symphony 1, Bugs Bunny at the Symphony 2. Et puis, il a voulu, pour le 80e anniversaire de Bugs Bunny, qui était en 2020, faire Bugs Bunny at the Symphony numéro 3, mais c'est 30e anniversaire. Et oui, ils sont multi-récompensés. Lui aussi, David Kalik Wong, qui est le producteur, ont vraiment reçu beaucoup de récompenses dans ce domaine. Alors, effectivement, Bugs Bunny, c'est un personnage culte des dessins animés et du cinéma. Il faut savoir qu'il a été nommé plusieurs fois aux Oscars, Bugs Bunny. Il a même gagné un Oscar pour un court-métrage autour du classique, d'ailleurs. Absolument. Donc, je pense qu'il est aussi connu que Charlie Chaplin, en fait, Bugs Bunny. C'est mondial comme renommée. Du coup, vous avez pas trop peur d'accueillir une star comme ça Non, alors qu'Elsa Suisse romande a l'habitude d'accueillir des stars. C'est un domaine un peu différent, mais on est surtout ravis parce qu'on est le seul orchestre en Europe à présenter ce Bugs Bunny at the Symphony 30e. Donc, si vous voulez y assister, c'est le seul moment, c'est vendredi et samedi au Victoria Hall. C'est que 2 représentations ? 3
On fait une vendredi soir à 19h30 et puis le samedi on a 15h30 et 19h30. Alors 15h30 le samedi c'est complet, il reste encore quelques places pour les deux soirs. Et pourquoi pas plus? Parce que là c'est frustrant, on peut pas venir, on a d'autres trucs. Oui, je sais, mais c'est toujours compliqué. L'Orchestre de la Suisse romande fait beaucoup de choses. On est dans Nabucco actuellement, ensuite on a un enregistrement discographique, on prépare un concert pour la ville de Genève d'été, donc voilà. N'arrêtez pas. On n'arrête pas. Est-ce que ce genre de programmation fait partie d'une volonté d'ouvrir la programmation classique à un public plus large, plus varié, de créer des médiations, des liens? Absolument, moi ça l'a toujours été, mais en fait ça se justifie d'autant plus que, comme vous l'avez dit, en fait ce sont des musiques classiques qui ont servi de base à ces dessins animés, à l'animation. Donc là, on remplit tout à fait notre rôle, et en même temps, on est dans du divertissement total, ce qui est assez rare à l'Orchestre de la Suisse romande. On ne prône pas de faire du divertissement. Là, je peux dire, c'est vraiment du divertissement. Ça ne l'est pas pour les musiciens, je le rappelle, qui doivent être à l'affût. C'est noté. C'est noté, merci beaucoup Steve Roger. Donc Bugs Bunny at the Symphony, ce sera le 30 juin et le 1er juillet au Victoria Hall à Genève. Il reste des places encore pour les 2 soirs. Et on se réjouit de danser et de rire en compagnie des Toons, de l'OSR et du chef George Doherty. Oui, merci d'être venu ce matin nous en parler. À vous. Plein succès et à très bientôt sur M et sur Canal+. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Quoi de neuf, docteur? Ça va toujours, Thomas? Ça va très bien, je me réjouis de revoir. Moi, je suis un fan absolu des cartoons. J'en mange tous les jours, presque. J'adore ça, encore maintenant. Bugs Bunny, Daffy Duck me fait mourir de rire. Alors, c'est vrai que c'est drôle, c'est vrai que c'est très sympa et c'est très agréable. Et merci encore une fois à notre invité tout à l'heure d'être venu nous parler de ce concert. Steve Roger, directeur de l'OSR. C'est vrai que ça fait envie d'y aller. C'est juste qu'il y a plein de choses en même temps que ça. Oui, il y a Montreux qui démarre aussi. Et on sera à Montreux, je vous rappelle, au Montreux Jazz Festival, avec Thomas Lécuyer aussi, qui viendra vous parler de musique et cinéma, car les deux font bon ménage, vous le savez. Allez justement au programme des films à voir cette semaine, les films qui sortent d'ailleurs demain dans les salles obscures. Tout d'abord, ce film, Les Vengeances de Maître Poutifar. Et oui, le retour de Christian Clavier dans cette comédie. Il joue un vieux prof à la retraite qui n'a plus qu'une idée en tête, se venger de ses anciens élèves qui lui ont pourri la vie. À son tour de leur pourrir la vie, avec une complice et pas n'importe laquelle, sa vieille mère, jouée par Isabelle Nanty. Un autre film à voir également dès demain dans les salles obscures, c'est Disco Boy. Disco Boy, un drame poignant et atypique de Giacomo Abruzzese. Son premier film, on suit Alexei, un jeune Biélorusse qui s'engage dans la Légion étrangère. Il est envoyé combattre dans le delta du Niger. Il va rencontrer un révolutionnaire sur place qui est en guerre contre l'industrie du pétrole. Entre eux vont se tisser des liens. Le jeune homme révolutionnaire rêve d'être danseur, il rêve d'être un disco boy. Poignant dans la jungle du Niger. Et c'est demain également dans les salles de cinéma. Vers un avenir radieux également. Autre film à voir cette semaine. Oui, c'est mon premier coup de cœur de la semaine. La dernière comédie nostalgique de Nanni Moretti. Il raconte l'histoire d'un cinéaste italien renommé qui s'apprête à tourner son dernier film qui se passe dans un cirque au cœur de l'Italie communiste des années 50. Son couple est en crise, son producteur français est au bord de la faillite, sa fille le délaisse, tout semble jouer contre lui. Comme souvent chez Nanni Moretti, on est un peu dans l'autofiction, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment qui est le personnage du film et qui est Nanni Moretti, qui joue le cinéaste en question. C'est drôle, c'est nostalgique, c'est mélancolique, c'est souvent incisif, c'est un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur pour cette semaine. Et puis le deuxième coup de cœur, c'est bien sûr Indiana Jones. Je suis toujours un peu scotché avec ce que j'ai entendu tout à l'heure par rapport à la graffe du chapeau dans la tête. Ça me fait, j'en souffre, ça me fait mal. Ça fait mal, hein. Mais c'est des petits secrets de tournage comme ça qu'on découvre au fur et à mesure que la saga et la légende se construisent. Il faut aller voir ce 5e opus Baroud d'honneur d'Harrison Ford, excellent dans ce film. On a beaucoup parlé de cette séquence d'ouverture où il est rajeuni numériquement. Ça fonctionne très bien, c'est bluffant de technologie, mais le meilleur quand même, c'est quand il y a le vrai Harrison avec ses 8 ans de ballet.
Qui assure. Il est incroyable. Il est incroyable. Alors ça c'est dès demain, il faut aller le voir absolument ce film et ça va nous replonger un peu dans quelques souvenirs finalement parce que l'ADN Indiana Jones est resté. Et puis la musique, ces trois notes là, ce qu'on disait tout à l'heure avec notre invité, c'est l'importance de la musique et on entend ces trois notes, il y a quelque chose qui se passe dans notre petit cœur de cinéphile quoi. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch